جاهز؟ جاهز. تمام. Bien, bonsoir mesdames et messieurs, et merci à la Fondation Jan Michalski d'accueillir Khaled Khalifa et son modérateur pour ce dernier entretien dans le cadre de ce festival autour de l'incertitude et de faire ainsi une place au malheur syrien, ce malheur largement oublié en Europe aujourd'hui, éclipsé par le malheur ukrainien, alors que les deux sont liés par de multiples fils, et évidemment celui de l'impérialisme russe en premier lieu. Éclipsé aussi par les conditions de production de l'image et de l'information, comme on l'a vu encore avec le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, mais dont les conséquences ont été beaucoup moins médiatisées pour le côté syrien. Ce qui me ramène à Khaled Khalifa, parce qu'il est originaire justement de cette région du nord-est de la Syrie, qui a été touchée elle aussi par le séisme du 6 février. Et il me disait hier que le tremblement de terre a affecté de nombreux membres de sa famille. Donc je vous présente rapidement notre ami Khaled Khalifa, qui est né donc dans un village de la région de Raflin, au nord-ouest d'Alep, et qui a longtemps vécu dans cette dernière ville d'Alep, ville et région où se situent plusieurs de ses romans. Il est né en 1964, quelques mois après le coup d'État qui porte au pouvoir le parti Ba'ath, en mars 1963. Coup d'État qui met en place les bases du pouvoir autoritaire qui va être ensuite systématisé par Hafez el-Assad, qui prend le pouvoir par un nouveau coup d'État en 1970, puis par son fils qui lui succède en 2000. Khaled commence à écrire encore étudiant. Il fait des études de droit à l'université d'Alep. Et il publie 2 romans en 1993 et en 2000, mais c'est avec le 3e, Éloge de la haine, publié en 2006, qu'il accède à la notoriété arabe à la fois et internationale, avec de nombreuses traductions à partir de 2011 pour ce roman. Puis un autre roman aussi remarqué, Pas de couteau dans les cuisines de cette ville, également disponible en français. Et ensuite, celui autour duquel on va organiser cette rencontre aujourd'hui, La mort est une corvée, traduit en 14 langues à ce jour, avec 3 autres traductions à paraître, et et puis il suit un autre roman plus récent qui est intitulé Personne n'a prié sur leur tombe, qui n'est pas encore paru en français, mais qui est déjà traduit en anglais, en italien, en allemand. Bref, tout ça fait de Khaled Khalifa probablement aujourd'hui l'écrivain syrien le plus traduit dans le monde. Et ce qui est assez paradoxal quand on sait que tant d'intellectuels et d'artistes syriens ont quitté leur pays et poursuivent leur carrière littéraire et artistique dans différents lieux d'exil. Khaled, lui, vit toujours à Damas. Et puisque donc le thème de ce festival est l'incertitude, justement, je vais ouvrir notre entretien avec une question sur l'incertitude dans ces conditions de vie à Damas. Je cite une phrase du roman, La mort est une corvée, au début. Le personnage principal du roman, qui s'appelle Boulboul, dit « Tous les habitants de la ville se regardaient comme de futurs morts ». Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, que vous ressentez à Damas ?
Bonsoir tout le monde. Je vous remercie de me recevoir dans ce climat froid et je vous remercie pour cet accueil, pour cette invitation qui me touche. Au cours des 12 dernières années, depuis la guerre, j'avais des sentiments différents. En fait, mon ressenti changeait tous les jours. Tous les jours, un sentiment différent, un ressenti différent par rapport à la guerre. Lorsque la guerre a commencé il y a 10 ans, il y a 11 ans, nous avons été surpris. Nous n'en revenions pas. Nous nous sommes lancés dans une révolution pacifique. Nous ne pensions pas qu'elle se transformerait en une guerre qui détruirait tout le pays et qui durerait aussi longtemps. Aussi, pendant la guerre, l'essentiel est de passer au quotidien, de se préoccuper du quotidien. Nous ne pouvons pas penser à l'avenir. Il y a toujours du nouveau jour après jour. Et c'est pour ça que j'ai dit que tous les habitants de la ville se regardaient comme de futurs morts, dans le sens que tous les matins, nous nous réveillons, nous en créerons de nos proches, de notre famille, savoir qui était encore vivant, qui était mort au quotidien. Et pendant la guerre, nous ne pouvons pas planifier au-delà d'un mois. Pendant la guerre, vous pensez simplement au lendemain. C'est l'horizon le plus lointain, le lendemain, l'horizon auquel nous pouvons penser le plus loin. Donc, tous ces sentiments finissaient par s'accumuler et se répandre parmi tous les membres de la ville, tous les habitants de la ville. Il y a une sorte de complicité collective. Tout perd sa valeur. Nous avons une voiture, mais cela n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est le blocus où nous manquons de médicaments, nous avons manqué d'aliments. Les gens ont été obligés de manger des herbes. Donc, il fallait tous les jours s'adapter à une vie différente jusqu'aujourd'hui. Et moi, je suis venue de la Syrie il y a 3 mois. Je vis à Zurich. Je suis arrivée en Suisse, comme je vous l'ai dit, il y a 3 mois. Donc, je suis en résidence à Zurich dans un festival sur la littérature, Cultura House. Et avant de partir, j'avais recommandé à mes amis de faire des conserves avec les herbes que nous avons l'habitude de sécher en cette période de cette année, car c'est ce que nous avons pris l'habitude de faire. Nous sommes revenus aux habitudes d'il y a 50 ans, où nous mettons tout en conserve, nous desséchons les plantes pour pouvoir les garder. Donc, en fait, nous pensons tout le temps à la possibilité de rester en vie, mais c'est la survie qui est notre souci. La mort devient notre quotidien. La mort n'est pas l'exception. En début d'une guerre, nous ne pouvons pas imaginer tous les changements auxquels nous allons être confrontés, tous les changements que nous allons vivre en tant qu'humains. Donc, tous les jours, en tant qu'humains, nous avions une nouvelle expérience, d'une nouvelle souffrance. Et cette souffrance ne peut pas être résumée en quelques mots. Les mots n'ont plus de valeur. Il est impossible de résumer les souffrances en quelques mots. Bon, par exemple, nous possédons beaucoup de choses, mais nous avons besoin pendant la guerre un certain nombre de choses pendant le blocus. Donc, Damas n'a pas été encerclé, n'a pas subi de blocus, contrairement à d'autres régions. Et je pense que l'on a beaucoup écrit sur ce blocus, mais on écrira encore beaucoup plus sur cette tragédie. Un jour, le monde prendra conscience de l'ampleur de cette tragédie humaine. Je sais qu'aujourd'hui, le monde n'a pas envie de parler de guerre, n'a pas envie de parler de séisme, mais nous-mêmes, nous avons été affectés, victimes du tremblement de terre. En fait, les Syriens étaient choqués. Les Syriens ne pouvaient pas croire qu'ils allaient être victimes d'un tremblement de terre. Ils se disaient, et quoi encore? Un volcan peut-être. Et nous savons que la région n'est pas une région volcanique, mais en Syrie, nous nous attendons même à un volcan, car nous avons tout vécu autour des dernières années. Tout nous est arrivé, même le tremblement de terre, même le blocus, finalement, donc le blocus était là, il y a eu un séisme, et 6 jours après, les autorités turques et syriennes ont laissé les secours arriver jusqu'à cette région encerclée, alors que les victimes étaient sous les décombres, sans aucune aide. Et donc, l'aide a été arrêtée à la frontière. Donc, l'assistance humanitaire, les secours n'arrivaient pas. Ils étaient arrivés à la frontière. Donc, nous souffrons. Nous savons que les Turcs aussi ont beaucoup souffert et nous sommes égaux dans la souffrance. Il y a eu 6000 victimes en
en Syrie et nous avons perdu également des amis en Turquie. Mais il faut quand même dire la vérité. L'aide alimentaire et les secours n'ont pas pu arriver en Syrie. Ils ont été arrêtés. Imaginez que vous vivez dans un canton, dans un petit canton fermé de tous les côtés. Et personne ne peut rentrer dans ce canton. Personne ne peut rien dire. Et donc les gens sont morts sous les décombres. Il aurait été possible de sauver 2000, 3000 personnes qui étaient restées coincées dans les décombres. Mais en fait, le chiffre n'est pas connu. Les Nations Unies ont arrêté de dénombrer les décombres. Donc, on peut parler de la mort sans fin. Nous pouvons parler de la souffrance sans fin. Donc, lorsque l'on parle de l'incertitude est l'essence même de la culture de la guerre. Il n'est pas possible d'imaginer, vous ne pouvez pas imaginer votre changement en tant qu'être humain, en tant que personne. Avant la guerre, j'étais un être différent. Aujourd'hui, j'ai changé. J'aime différentes choses, car les choses ont pris un goût différent. La vie a un goût différent. Donc, la guerre a tout changé et change tout. شكرا. نعود إلى الموت عمل شق. Nous revenons à ce roman. Le roman, il est construit comme ce qu'on appelle le genre littéraire du road trip. On dit ça en français. Un voyage à travers les routes de la Syrie dévastée par la guerre pour exaucer les dernières volontés de leur père qui vient de mourir dans un hôpital de Damas. Deux frères et une sœur doivent ramener sa dépouille dans son village natal, dans les environs d'Alep, pour l'y enterrer près des siens. Et donc, voyage périlleux, puisque Damas est la capitale et tout ce qui l'entoure est sous le contrôle du régime, tandis qu'à Alep, à ce moment-là, on est en 2014 ou 2015. Alep donc se trouve dans une zone sous le contrôle des rebelles et des factions extrémistes, Daesh, etc. Donc conduire d'une zone à l'autre avec un corps dans la voiture s'annonce très difficile, et le voyage qui devrait se faire normalement en 4 heures tout au plus va prendre presque 3 jours, pendant lesquels la fratrie va faire face à toutes sortes de dangers, tandis que la dépouille de leur père se décompose dans le microbus. Alors évidemment, on pourrait, ce qui vient tout de suite à l'esprit, penser que ce cadavre qui se décompose au fur et à mesure de ce voyage, c'est une allégorie du pays, de la Syrie, qui se décompose, qui devient charogne, comme l'écrit Khaled, charogne que se disputent les chiens à un moment donné. Le cadavre de Abdel Latif s'appelle ce personnage. Mais, et là je reprends la lecture de Nibras Shahayed, jeune chercheur syrien, qui fait une très belle lecture de ce roman, dans laquelle il écrit « Cette lecture suppose que le cadavre du père puisse encore se transformer en symbole, qu'il soit en mesure de nous renvoyer à autre chose. » Et pour lui, ce n'est pas le cas. Il propose une lecture plus radicale. Il dit qu'on est à un stade où le symbolique même est détruit en faveur d'un réel cru, ce qu'il appelle un cimetière de la signification. J'ai beaucoup aimé cette expression, très, très forte. Qu'on peut dire autrement en disant le sens, la signification disparaît dans l'essence physique. Les vivants deviennent cadavres aussi. Je cite, « La voiture ressemblait à un grand cercueil qu'il se partageait à 4. » Parce qu'il y a la fratrie, 2 frères et une sœur, et le cadavre. Le plus tranquille des 4 était le cadavre, qui n'éprouvait ni peur ni inquiétude. Et donc dans ce road trip, on ne voit pas vraiment la guerre, on entend plutôt les échos, et le roman tourne autour de cette question qui obsède aussi bien les bourreaux que les victimes. Que faire des cadavres?
Du côté des bourreaux, on ne s'encombre pas de principe, on traite les morts comme les vivants, on ne les respecte pas davantage, fosse commune, plus de rituels. Ou alors on les traite comme les vivants, c'est-à-dire qu'on les met en détention. À un moment donné, le cadavre d'Abdel-Latif est mis aux arrêts, on dit dans la traduction. Et pour le libérer, il faut faire comme les vivants, il faut corrompre les geôliers. Et à ce moment-là, donc on est au premier barrage à la sortie de Damas, donc un officier a décidé d'arrêter le cadavre et un personnage dit à Boulboul, la marchandise, je cite, la marchandise ne passe pas sans payer les droits de douane. Le cadavre est une marchandise qui doit payer les droits de douane. Et donc du côté des victimes, prendre soin des morts, leur conserver leur dignité, c'est ce qui conservera aux victimes leur humanité. Et d'ailleurs, significativement, le défunt Abdel-Latif s'est engagé dans la Révolution et a passé, c'est un vieux monsieur, il a passé les dernières années de sa vie à s'occuper du cimetière des martyrs de la ville proche de Damas où il s'est installé. Et donc, quand il demande à son fils d'emmener son corps à son village natal, donc en somme, il lui demande de lui rendre l'appareil. Donc, question pour vous, Khaled. Est-ce qu'à travers cette démarche, l'objectif du père, ce n'est pas de forcer son fils à s'engager lui aussi dans la Révolution, à récupérer cette dignité, parce que ce fils, lui, il est présenté comme un lâche, un pleutre, qui n'a jamais voulu s'engager dans la Révolution. Pour réponse à la question, je dois commencer par vous raconter comment j'ai écrit ce roman. Moi, j'aime bien raconter, j'aime bien les contes, j'aime bien les récits. Depuis mon enfance, j'aimerais les histoires. Et ma famille se faisait toujours du souci et même avait peur de moi car j'inventais des histoires. Au moment même, j'inventais des histoires sur tous les membres de ma famille. Et donc, au début de la guerre et au début de la Révolution, je m'étais promis de ne rien écrire au moment même. Car pour moi, l'écriture sur les sujets difficiles ne doit pas se faire à chaud. Il faut attendre de pouvoir prendre du recul. Mais en 2013, j'ai fait un infarctus et j'ai dû être emmenée à l'hôpital. J'ai passé 2 soirs, 2 nuits aux soins intensifs. J'ai été soignée par les meilleurs médecins du pays, des amis de ma famille et des amis à moi. Donc, j'ai reçu toutes sortes de soins, les meilleurs soins dans une chambre séparée. Alors qu'à 50 mètres de là, la guerre battait son plein à Jaoubar et dans d'autres quartiers. Alors qu'il y avait des enfants qui rêvaient d'avoir simplement un médicament, une pilule de médicament. Et moi, je me sentais coupable de recevoir tous ces soins dans cette chambre, alors qu'à 500 mètres de là, il y avait des enfants qui vivaient tous ces drames. Et il y avait cette tragédie à 500 mètres de moi sans pouvoir les aider. Aussi, ce soir-là, j'ai pensé que j'allais mourir. Et j'ai imaginé comment ma famille allait transporter ma dépouille. Je viens d'une famille de paysans et de commerçants vivant à Alep. Nous sommes des agriculteurs, nous avons des oliviers, nous avons un pressoir, nous produisons également de l'huile d'olive. Donc, pour nous, nous accordons de l'importance à la famille et aux morts, aux défunts. Lorsqu'une personne meurt, ou qu'elle meurt, ou que cela se produise aux États-Unis, en Australie, la personne doit être enterrée dans son village. C'est une question d'honneur et de dignité. Donc, j'ai imaginé à ce moment-là, si je meurs, à ce moment-là, on savait que les Syriens étaient enterrés là où ils mouraient, sans aucun rituel de respect de la dépouille, de prière. Et donc, la mort était devenue une corvée pour les membres de la famille. Donc, je me suis demandé, donc si je meurs, comment ma famille va transporter ma dépouille, sachant qu'il faudrait traverser toutes ces routes depuis Damas jusqu'à Alep. Donc, avant, il fallait 4 heures pour faire le voyage en voiture.
lecture et à ce moment-là, il fallait 4 jours au moins en raison des nombreux barrages. Donc, c'est là que ce récit a pris naissance dans mon esprit en 5 minutes. Mais ensuite, en écrivant ce roman, j'ai découvert que ce récit était un prétexte pour parler de Bulbul. Donc, depuis de nombreuses années, j'étais obsédée par Bulbul, par le caractère, la personnalité de Bulbul, qui est donc ce personnage peureux, qui avait peur de tout. Donc, au départ, je pensais qu'il était syrien, puis j'ai découvert qu'il était français, afghan, suisse, américain, un être humain qui a peur de tout, de la mort, qui a peur de l'amour, du mariage, de l'avenir, de l'opposition, du régime, un personnage qui se pose des questions assez curieuses. Donc, un personnage lâche, peureux. Donc, et en fait, j'ai toujours été attirée par cette personnalité, par ce personnage. Et je me demandais comment inclure ce personnage dans mes récits, dans mes romans. Donc, lorsque j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, La mort est une corvée, j'ai pensé que le personnage de Bulbul convenait bien à ce roman. Donc, en fait, ce roman était un prétexte pour écrire Bulbul. Et en fait, on sait que le roman a été traduit dans 18 langues. Vous avez raison, il y a 3 autres langues dans lesquelles il va être traduit. Et donc, Bulbul a des personnalités qui sont perçues différemment selon les cultures et je reçois des questions différentes et étonnantes selon les lectures. Et donc, vous venez d'apporter une lecture, un regard sur ce roman que je ne partage pas vraiment. Parce qu'en fait, lorsque j'ai décrit un personnage, je ne sais pas où ce personnage va arriver, comment il va évoluer. Abdellatif, vous dites qu'Abdellatif voulait pousser son fils vers la révolution. Abdellatif est un personnage que j'ai vécu tous les jours dans ma vie au quotidien en Syrie. Moi, j'ai passé toute ma vie en Syrie. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, jusqu'aujourd'hui. Je me pose la question. Je ne sais pas pourquoi je suis restée toute ma vie en Syrie. Mais en fait, j'aime ce lieu, j'aime ma vie là-bas, jusqu'aujourd'hui. J'adore cet endroit. Et je suis épris de ce lieu. Aussi, je ne sais pas pourquoi Abdellatif a demandé à être enterré dans son village natal et non pas dans la région, dans le cimetière de martyrs dont il prenait soin. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Il y a différentes lectures. Chacun peut lire ce roman comme il veut. Vous êtes mon ami, vous avez cette lecture et le chercheur que vous avez nommé est également lui-même une autre lecture, Nibras Shehayed, il est très connu, il a une autre lecture. Je ne sais pas si cette lecture est juste ou pas. Donc, en fait, lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'étais en train d'écrire un autre roman. Personne n'a prié sur leur tombe, qui est sorti, un roman qui est apparu il y a quelques mois, qui va être traduit bientôt. Donc, j'étais plongée dans la lecture de ce roman, de cet ouvrage très conséquent. J'avais un ami que j'accompagnais tous les jours jusqu'à chez lui. Donc, il fallait passer les différents barrages militaires. On jouait un peu la comédie. Donc, moi, je cherchais à le protéger. Donc, on jouait un peu la comédie. On passait là avec un air un peu sérieux, des gens respectables. On était connus au barrage. On nous laissait passer. Mais j'évitais qu'on ne soit arrêté qu'ils ne prennent pas connaissance, qu'ils ne demandent pas les papiers de mon ami et qu'ils l'arrêtent. Donc, tous les jours, pendant ce trajet, je discutais avec mon ami de mon récit. Et puis, il m'a dit, tu deviens jaune, tu deviens de plus en plus jaune. Ce récit te rend malade. Alors, ou bien tu finis de l'écrire, ou bien c'est toi qui vas mourir. Donc, en fait, j'étais là dans l'incertitude. Effectivement, il fallait soit que j'écrive ce roman sur la mort, soit alors c'était moi qui allais mourir. Donc, ensuite, évidemment, j'étais reconnaissant d'être encore en vie. Pas seulement moi, mais tout le monde. Nous sommes tous les jours reconnaissants d'être en vie jour après jour. Tous les jours, nous sommes reconnaissants. Aussi, la vie prend un autre goût. La vie devient extrêmement précieuse alors que la mort perd son importance. La mort n'est rien pour nous. Nous avons perdu beaucoup d'amis en un clin d'œil. Impossible de croire, mais c'est ce qui est arrivé. Aussi, lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai ressenti donc, comme je vous l'avais dit, j'avais beaucoup pensé à la mort. Donc, j'ai réalisé que je ne pensais à la mort qu'à la mort depuis 4 ans. J'ai commencé à écrire le roman en 2014. J'ai commencé à écrire pendant 2 ans. Et pendant
4 ans, j'avais beaucoup réfléchi à la guerre. Donc, finalement, écrire sur la mort était devenu très facile, une sorte de plaisir, comme si cela était une vengeance sur la guerre. C'était une ironie. C'est comme si je me moquais de la mort. C'était une revanche sur la mort. C'était une sorte d'autodéfense, de défense légitime. Un concept que nous avons créé pendant la guerre. Nous avons créé de nombreux concepts, de nombreuses façons de vivre. Et chaque fois que la personnalité de Bol Bol mûrissait, je ressentais beaucoup de plaisir. Et d'habitude, je n'aime pas beaucoup mes écrits, jusqu'aujourd'hui, surtout lorsque je finis d'un livre, je n'aime pas ce que j'ai écrit. Et même maintenant, lorsque vous parlez de mes livres, je n'aime pas cela. Lorsque j'ai fini d'écrire ce livre, je n'en croyais pas mes yeux, car en fait, j'avais décidé dès le début qu'il serait de 150 pages, 40 000 mots, pas plus, et des phrases courtes, fortes, avec un impact. C'était là mon obsession, et mon obsession était de me venger de la guerre, de la mort, pardon. نواصل تحليل شخصية بلبل. On continue à propos de ce personnage qui est le personnage principal du livre dont vous venez de parler. Et Bulbul, c'est son surnom en fait. Bulbul, ça veut dire rossignol en arabe. Et c'est un diminutif du vrai prénom du personnage qui s'appelle Nabil, et qui depuis sa jeunesse, a été surnommé Bulbul. Et à la fin du roman, quand il rentre après qu'il... Donc en fait, on va divulgacher le roman, mais il n'y a pas vraiment un suspense terrible. Ils vont réussir à aller au village natal du père, mais ils ne pourront pas l'enterrer dans les conditions qu'aurait voulu le défunt. Et donc, au retour, les deux frères et la sœur sont transformés par cette expérience très traumatique. Et au retour, en rentrant chez lui à Damas, Bulbul décide qu'il ne laissera plus personne l'appeler Bulbul et que dorénavant tout le monde devra l'appeler Nabil. Et donc il y a une transformation là du personnage, sachant que Nabil en arabe, ça fait référence à la noblesse, la dignité. C'est un nom qui a un adjectif qui a cette signification. Et donc, je cite cet extrait de la dernière page du roman. Il décida de ne plus permettre à quiconque de l'appeler autrement que par son vrai prénom, Nabil. Dans sa tête, il ressentait les morsures des chiens qui les avaient attaqués. Lui aussi n'était plus que charogne maintenant. Lui, il est toujours vivant, mais il est aussi charogne maintenant. Donc, on a cette ambivalence à la fin. C'est ma question maintenant à Khaled. D'un côté, on a l'impression que Bulbul a retrouvé son vrai prénom, donc une forme de dignité dans ce voyage, mais en même temps, il est aussi devenu charogne. Et on a le roman s'achève sur cette ambivalence. Pourquoi ? Ce n'est pas une ambivalence à proprement parler. En fait, c'est là une des conséquences de la guerre. La guerre transforme les choses, le sens des choses et les gens. Alors quand je parle à mes amis, qu'ils me contactent et me posent la question « Comment vas-tu ?» C'est une question simple et je n'ai pas de réponse à leur apporter. Dans ma vie de tous les jours, je vaque à mes occupations, du moins je suis préoccupée par la façon dont je vais survivre à un hiver rigoureux. Voilà, je pense à la façon dont je vais chauffer ma maison. Alors, je ne sais pas quoi répondre à mes amis. Avant la guerre, je n'avais que faire de ces préoccupations. J'étais célibataire et en fait, je vivais comme un émir. J'ai vécu comme j'ai voulu vivre. Mais après la guerre, ma façon de penser a complètement changé. Je parle là de ma vie privée. Alors, j'ai beaucoup d'empathie, de compassion pour mes amis, pour mes voisins qui ont des enfants. C'est une
véritable catastrophe en réalité d'avoir des enfants quand l'on vit sous le joug de la guerre. Pendant 7 ans, on a entendu les bombardements sans aucune interruption. Et on voit les obus sortir par là et atterrir de l'autre côté. On le voit sous les... On y assiste et les enfants de mes voisins sont des témoins oculaires de ces bombardements, de cette guerre qui se déroule sous leurs yeux. Ces enfants ont grandi aujourd'hui. Ce sont des adolescents et par conséquent, leurs rêves sont différents des enfants qui n'ont pas connu la guerre. La guerre, finalement, façonne l'être humain. La guerre transforme l'être humain. Et lorsque je dis à mes amis que je vais me rendre dans une autre ville pour acheter du bois, ils se posent la question, ils se demandent mais pourquoi cette préoccupation? Mais moi, je pense à ce froid terrible qui va me transpercer les os. Mes amis au Canada, ils souffrent du froid. Oui, c'est le cas ici ensuite, en France. Mais enfin, il y a le chauffage dans ces pays. Et puis... il ne faut pas oublier le prix. Alors on a ce genre de préoccupations qui peuvent sembler anodines. Ça paraissait anodin avant la guerre, mais en fait, aujourd'hui, la guerre produit ces inquiétudes, elle produit ces préoccupations. La peur, par exemple. Il y a des gens qui sont peureux, mais les gens qui étaient peureux par le passé, eh bien, ils ont pu se découvrir courageux. Ils ont eu des ailes, en quelque sorte. La guerre transforme les gens. Il y a des gens dont je ne sais pas ce qu'ils sont devenus ou d'autres se sont complètement métamorphosés. Alors, ma sœur a dû traverser la mer alors qu'elle ne sait pas nager dans un mètre d'eau. Pour moi, c'est un des actes les plus vaillants auxquels j'ai pu assister dans ma vie. Je n'aurais jamais cru que ma sœur aurait été si courageuse, si vaillante. Aujourd'hui, ma sœur me dit, évidemment, je pense à moi, mais je pense à mes enfants. Les mères pensent à leurs enfants. C'est une histoire triste, mais tous les Syriens ont une histoire triste à raconter. Mais il y a la volonté de vivre. Elle nous traverse aussi. La guerre est aussi porteuse d'événements positifs. Il n'y a pas que l'obscurité, il n'y a pas que cette zone sombre. Pendant la guerre, on découvre ses limites, on découvre son courage, on découvre sa dignité en 2012, 2013, 2014, 2015. Je me rappelle, les Syriens avaient été dépouillés de leur vie privée. Ils n'avaient plus rien en réalité. À l'époque et depuis lors, je me rappelle, je recevais des amis, les familles de mes amis, parce qu'ils n'avaient plus de maison. Ils se retrouvaient dans la rue et donc je les accueillais des semaines durant, des mois, le temps qu'ils retrouvent un toit. Donc mon lit, ma chambre est devenue une chambre qui était ouverte à tous mes amis, les couples, les enfants, etc. Voilà, c'est la guerre, c'est une nécessité et cette façon de vivre devient inéluctable. Vous savez, parfois je me réveille le matin, il y a 16 enfants dans ma maison, il y a une multitude d'amis et je n'aurais jamais pu croire que j'allais vivre ça. Moi, je ne me suis pas mariée pour ne pas avoir d'enfants et je me retrouve avec une ribambelle d'enfants au réveil dans ma maison. Voilà, ces enfants n'ont plus de maison. Leurs maisons ont été détruites. Donc, c'est une vie qui est en mutation perpétuelle et la volonté du peuple syrien est remarquable. Ils ont tout partagé. Pendant le dernier tremblement en date, eh bien, les Syriens ont réécrit leur histoire, ils se sont réinventés. Il faut savoir que ce qu'ils se sont donnés les uns aux autres eh bien, a dépassé tous les dons mensongers dont on a dit que l'ONU et les autres organismes avaient donné à ces sinistrés. Il y avait une connivence syrienne. C'est la première fois depuis longtemps qu'il y a eu unité
unité du peuple, que ce soit dans les zones dominées par le régime ou les zones d'opposition. Les médias sociaux en ont parlé, c'est un fait. Donc il y a un espoir, il y a un espoir considérable. Le souffle de l'espoir a à nouveau marqué notre vie. Alors voilà, pendant la guerre, on pense à tout cela, mais en réalité, on est marqué par l'incertitude. On est en permanence mis à l'épreuve. Aujourd'hui, les Syriens ont faim. La Syrie n'est pas un pays riche, mais ce n'est pas non plus un pays pauvre. Ceux qui connaissent la Syrie savent que c'est un pays qui produit tout ce dont elle a besoin. La Syrie pourrait fonctionner dans l'autosuffisance la plus complète. Mais cette spoliation à laquelle on a assisté depuis des dizaines d'années de la part du régime, eh bien, cette spoliation a fait du peuple syrien un peuple affamé. La faim est réelle, c'est un phénomène réel en Syrie. Et donc, on n'aurait jamais imaginé cela il y a 30 ans. Vous m'auriez dit la faim, j'aurais dit jamais. Alors que nous sommes le 4e pays producteur d'olives, nous avons 20 millions d'oliviers, nous avons suffisamment de blé, et puis les 3/4 de cette production est destinée à l'exportation. La faim, jamais. Or, nous avons été occupés à 5 reprises. On a été privés de notre blé, de nos céréales. Alors voilà, la guerre est porteuse de ces événements que nous n'aurions jamais pu prévoir. Merci. عدم التوقع واللا يقين ومفارقات كثيرة في الرواية, beaucoup d'incertitudes, de paradoxes dans ce roman. Par exemple, moi, ce qui m'a frappé, c'est dans ce voyage, les personnages donc affrontent sans arrêt l'arbitraire, mais aussi bien l'arbitraire dans les zones tenues par le régime, avec tous ces barrages dont certains tenus par des officiers corrompus, d'autres où on leur manifeste de la compassion pour ce cadavre qui passe. Et puis, mais de l'autre côté aussi, il y a autant d'arbitraires, et même un arbitraire peut-être même pire du côté des zones tenues par les islamistes. Et puis, aussi, ce qui est très frappant, c'est que l'endroit, le moment le plus sûr du voyage, celui où les choses se passent le mieux, finalement, c'est dans le no man's land, entre le dernier barrage tenu par l'armée et le premier barrage tenu par les rebelles islamistes. Parce que, en fait, ce que explique le personnage, c'est que l'armée envoie sur la ligne de front, en fait, la chair à canon, des vrais soldats, alors que dans les autres barrages, c'était souvent des gens des services de sécurité, du renseignement, etc. Et qu'en fait, de part et d'autre, ils se connaissent parce que le dernier soldat qu'ils rencontrent du côté de l'armée leur dit quand vous arrivez de l'autre côté, allez voir mon cousin Hamada qui a déserté l'armée et qui tient le barrage de l'autre côté. Et finalement, donc, c'est cet endroit dont le lecteur européen qui ne connaît pas la situation imaginerait que dans une guerre comme ça, c'est là qu'il y a le plus fort danger. Et en fait, c'est là qu'il y a le moins de danger. C'est paradoxal, non ? Ça se passe réellement comme ça. Quand on n'écrit pas que la vérité, il y a la fiction. La fiction fait partie intégrante de toute écriture. Il n'y a pas d'écriture sans fiction, sans imagination et vice-versa. L'imagination, la fiction est un pont. C'est une expression qui m'est chère. Je crois que oui, c'est possible. Il y a beaucoup de familles qui ont des enfants qui sont enrôlés dans les deux camps, dans l'armée régulière et dans les forces armées de l'opposition. C'est le cas à Alep, c'est le cas dans les zones qui entourent Damas notamment. Ça, c'est une réalité, ça a eu lieu. Il y a des frères qui se sont affrontés dans cette guerre. Mais je crois
qu'en Syrie, il faut se réinventer. Aujourd'hui, les Syriens sont convaincus que leur cause est une cause oubliée, à cause notamment de la guerre en Irak. Mais nous sommes oubliés depuis bien plus longtemps. Les Russes, les Américains, les Australiens, les Iraniens, les Turcs, quelles que soient les factions politiques qui les composent, eh bien, l'Azerbaïdjan aussi, eh bien, tous ces pays ont leur mot à dire et ils doivent se mettre d'accord pour que l'on puisse, nous autres, vivre en paix. C'est étrange, tout de même. Je crois que l'on a fait fi aujourd'hui des valeurs humaines. Aujourd'hui, la Syrie elle dit au monde que les gouvernements ont abandonné les valeurs et seuls les intérêts priment. Et je crois que c'est un postulat inébranlable, c'est une vérité. Les intérêts économiques appellent cette guerre d'une certaine façon. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus cette force spirituelle qui était véhiculée par notre culture. On a parlé de la culture et de la civilisation française, allemande, etc. Ce sont autant de cultures, de sociétés qui n'ont pas simplement produit des Mercedes. Mais non, il n'y a pas que ces marques. Il y a Brecht, il y a Karl Marx, il y a la littérature, Beethoven. Ce sont autant de civilisations, de sociétés, de cultures qui ont produit cet art. Et je crois que c'est bien plus important que d'avoir produit une Mercedes. Alors, ce sont autant de valeurs qui sont nées de ces cultures, de ces sociétés. Mais aujourd'hui, la chape de plomb, c'est ce slogan. Autrement dit, le Syrien n'a plus son mot à dire. Nous sommes isolés en Syrie. Mais alors, si on est isolé, pourquoi sommes-nous autant occupés? Nous avons été occupés officiellement 5 fois. Les Américains, les Turcs, les Iraniens, les Russes et les Israéliens. 5 occupations ont occupé la Syrie. L'ONU ne peut rien faire. La Russie a utilisé le droit de veto 50 fois au sein du Conseil de sécurité. Alors, la Russie nous a bombardés pendant 7 ans. Ils détruisent les hôpitaux, ils détruisent les écoles. Très bien, on est triste, mais OK. Alors, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, tout a changé. Je suis aux côtés des Ukrainiens. Mon cœur saigne pour les Ukrainiens parce que c'est une guerre qui risque de se prolonger. Mais aujourd'hui, la question doit se reposer. Encore une fois, au sein des sociétés occidentales, il faut que la vision que l'on porte, le regard que porte l'Occident sur notre pays doit changer. Il faut qu'il nous voit comme des partenaires. Vous savez, nous sommes le produit de cultures qui se sont mélangées, qui ont coexisté. Aujourd'hui, nous vivons une guerre dont on ne voit pas la fin. Alors, je ne parle pas seulement du peuple, de mes amis, des journalistes. Non, je parle de ces forces politiques dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles pensent. Il y a des événements politiques qui me rendent fou. Il y a des décisions politiques qui me rendent fou. Aujourd'hui, l'Europe pense que sa posture est grandiose, mais in fine, il n'y a plus de lien entre nous et l'Occident. Aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que cette guerre va se terminer. Et puis, c'est étrange parce que il y a cette fiction, cette imagination. On recrée ce récit narratif qui se réinvente en permanence. Moi, je parle de la Syrie, mais je parle d'une goutte dans l'océan. Vous savez, ce que l'on vit est douloureux. Les gens en Syrie ne veulent pas savoir ce qui se passe. Et les gens ailleurs aussi ne veulent pas savoir ce qui se passe pendant les guerres. C'est douloureux, c'est
c'est pénible et je les comprends. Mais finalement, le récit ne peut pas se faire sans imagination, sans fiction. Le prochain de mes romans va porter sur la guerre, mais je ne crois pas que l'on puisse défaire de la fiction de l'imagination. Quand j'étais enfant, en fait, l'écriture m'a sauvée. Elle m'a sauvée parce que grâce à l'imagination, je suis partie ailleurs et j'ai survécu comme ça et j'ai combattu, j'ai lutté pour devenir écrivain. J'ai appris pour devenir un auteur et tout ce que j'ai fait, c'était en réalité pour me préparer à devenir auteur. Je ne savais pas quand j'allais devenir écrivain. On va voir que vous êtes déjà un écrivain, cher Khaled, avec un extrait. Justement, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, ce n'est pas un roman sur la guerre. On ne voit pas la guerre dans ce roman, et on voit ce voyage. Mais en fait, ce voyage occupe finalement relativement peu de place parce que l'essentiel du récit est constitué par des analepses, des retours en arrière, où on découvre la vie de ces différents personnages, les deux frères, la sœur, le père, les deux femmes du père et les amours de jeunesse plutôt du père et du fils, etc. Et finalement, c'est tout ça qui fait le livre aussi. Et donc, je vous propose de nous lire un extrait du... Alors, c'est le deuxième chapitre qui est intitulé « Un bouquet de fleurs flotte sur la surface d'une rivière ». Et c'est une très belle image, justement, de voilà, comment il faut attraper ce bouquet de fleurs qui passe sur l'eau quand... métaphore de saisir l'occasion quand elle se présente. تفضل. اقرأ. اسمك. يعني إذا قرأت عليكم لا يعني بأنني كاتب لأنه مشروع الكتابة طموحي مختلف. Si je vous lis cela ne veut pas dire que je suis un écrivain. Donc, mais en fait, c'est un paragraphe que j'aime beaucoup. Le moment propice pour une déclaration d'amour ressemble à un bouquet de fleurs sur la surface d'une rivière. Il faut le saisir à l'instant même, sinon le fleuve l'emporte sans attendre. C'est un moment intense qui révèle les désirs profondément enfouis. Plus d'une fois, Bulbul avait vu le bouquet de fleurs flotter tranquillement, se balancer doucement, tout près de sa main, à sa portée. Lamia était là, attendant qu'il dît quelque chose, notamment à son retour des grandes vacances. Mais il restait muet, comme à son habitude, ou alors il proposait une promenade dans le quartier de Bab Touma. Du coup, ils reprenaient leur conversation là où elle avait été interrompue, pendant que la rivière emportait le bouquet de fleurs au loin. Elle était surprise par ces lettres qui arrivaient avant elle au village. Il lui parlait de ses désirs. Il lui disait que son bonheur était d'entendre le bruit de ses pas sur la route. Il décrivait sa valise, empruntant beaucoup de passages au poème de Riyad Saleh El-Hussein. Il lui disait que c'était pour elle que la veille, il avait lu ce poème, que pour elle, il s'était rendu à la cafétéria vide de l'université et qu'ils s'étaient assis à l'endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir ensemble dans le jardin. Durant les grandes vacances, elle répondait à ses lettres. Elle lui disait qu'il lui manquait lui aussi. Elle ne lui cachait pas le bonheur qu'elle ressentait à lire ses récits détaillés. De temps en temps, elle glissait entre les feuilles quelques fleurs des champs. Il lisait ses lettres des dizaines de fois. Il leur réservait un endroit particulier dans son armoire, de crainte qu'elles ne tombassent entre les mains de quelqu'un. Pour lui, ce n'étaient pas des lettres, c'était un grand secret qu'il ne fallait pas dévoiler. Elles étaient pareilles à ces icônes précieuses que les couvents cachent dans les caves pour que personne n'y touche avant des centaines d'années. Le temps qui s'écoule confère aux objets un charme mystérieux. Il voulait que ces lettres devinssent un ensemble d'icônes que ses enfants seraient amenés à découvrir par hasard, longtemps après, et qu'ils se mettent alors à reconstituer son temps
et à reconstituer son image. Des centaines de fois, il avait laissé passer l'occasion de saisir le bouquet de fleurs qui était à sa portée. Au fond de lui, il pensait que Lamia était une déesse digne d'être adorée. Il lui suffisait de la frôler. Il ne pouvait l'imaginer en épouse qui couperait des rondelles d'oignons dont les vêtements exhaleraient des effluves de cuisine. Maintenant, tout était perdu. Ce qui restait de leur relation lui suffisait. Son magnifique regard est pareil à celui d'un ange. Elle tend la main pour sauver des noyés, des personnes qui n'ont plus d'autre espoir que le toucher de ses doigts délicats essuyant leur front et leur rendant la vie. Merci. En fait, telle est ma conviction. Je devrais dire que lorsque je finis d'un livre, je suis toujours confrontée à une interrogation. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Et j'ai souvent des idées noires. Parfois, je me dis, est-ce que je vais revenir à la culture de l'olivier? Et si, est-ce que je pourrais revenir dans ma ville que j'aime beaucoup, Afrin? Peut-être que je pourrais construire une petite cave à vin. Donc, j'ai de différentes idées, des interrogations, et tout cela faisait partie même de l'écriture. Donc, tous les jours, il y avait la peur de la découverte, et donc c'était cela l'incertitude pendant l'écriture, car l'écriture, tout d'un coup, peut vous lâcher. Le roman peut vous lâcher. Donc, il y avait une peur, l'incertitude de devoir s'arrêter, la peur de pouvoir continuer. Et c'était cela la question. Est-ce que je continuerai à écrire? Jusqu'à quand vais-je continuer à écrire? Vais-je continuer à produire de nouvelles idées? Cette peur m'habite en permanence. Donc, c'est pour cela que ma maison d'édition en arabe a toujours un problème avec moi. Donc, aujourd'hui, nous avons un modus operandi bien particulier. Par exemple, aujourd'hui, je leur annonce que mon roman est terminé, que nous allons l'imprimer l'année prochaine, dans un an. Donc, mon éditeur prépare tout, l'inscription, l'immatriculation. Mais après, au mois de février, disons, je change d'avis et je dis non, le roman n'est pas fini. Donc, je considère, par exemple, que c'est la 20e version, mais cela n'est pas suffisant car je peux toujours continuer à écrire, à améliorer mon livre. Donc pour cela, je dis qu'en fait, j'écris très lentement. Aujourd'hui, ma maison d'édition traite différemment avec moi. Lorsque je leur remets un livre ou un manuscrit, on me dit c'est fini. Voilà, c'est fini et vous ne pouvez même plus jeter un coup d'œil. Donc on m'emmène, donc je peux même plus sortir le manuscrit de chez eux. Parfois, on me dit si on vous le donne, nous savons que vous n'allez pas nous le rendre. Donc, c'est ainsi que la maison d'édition traite avec moi. Eh bien, moi, j'ai d'autres moyens de contourner cette situation. Je leur dis, par exemple, OK, d'accord, je vais vous remettre le manuscrit un jour, je ne sais pas quand. Donc, lorsque le livre m'échappe, j'ai un sentiment de vide. Je suis pris par un grand sentiment de vide. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai essayé au cours des dernières années de devenir menuisier. Puis maintenant, je me suis mise au dessin. Je produis, je travaille beaucoup. Je travaille tous les jours. Je peins tous les jours. Je dessine tous les jours. J'ai même un atelier à l'Ataqué sur la plage. Donc, tous les jours, je travaille sur le dessin pour m'améliorer. Je veux devenir peintre. Je peins tous les jours. J'en suis convaincue. Je suis convaincue que je deviendrai peindre. Et puis ensuite, mes amis sont très contents parce que j'ai différents projets. Donc, je crée différents projets. Tous mes amis, j'avais un grand nombre d'amis peintres, mais maintenant, je crois que je les ai tous perdus. Ils sont même devenus mes ennemis, je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, j'ai toujours peur de perdre l'écriture, de m'arrêter d'écrire. Lorsque je commence à écrire la première page du livre, c'est un livre auquel j'ai pensé pendant de nombreuses années, un roman auquel j'ai pensé. Lorsque je commence à écrire la première page, on dirait que je suis un élève en classe primaire qui commence à écrire, qui apprend l'écriture.
Et j'avais un roman dont le titre était qui commençait par un tigre sur la table d'à côté. Et en fait, lorsque j'écris la première phrase, j'ai peur de la mort, j'ai peur que cela finalement n'aboutisse à la mort. Et puis finalement, je me dis que ce serait... Mais finalement, je finis par écrire 20 000, 30 000 pages, 30 000 mots. Et puis j'arrive à une conclusion en me disant non, ce n'est pas le livre que je vais écrire. Je le détruis, je le jette, je le brûle et je ne laisse aucun brouillon, je ne laisse aucun manuscrit. Car j'ai peur du regard des autres. C'est comme si c'était un ancien amour, un amour fini. Donc, il faut fermer tout clore. Il faut clore le dossier de l'amour passé. Par exemple, si je retrouve un brouillon d'un ancien brouillon, si je retrouve un brouillon, je pourrais peut-être être nostalgique et vouloir m'y remettre. Donc, mais cela m'a beaucoup aidé. C'est comme si je faisais le ménage. Je fais le vide autour de moi, je fais le ménage. Donc, je pense que la mauvaise écriture détruit l'écrivain. Lorsqu'on pense qu'on écrit un mauvais livre, il faut le faire disparaître. Il faut arrêter de l'écrire, il faut le faire disparaître. Donc, par exemple, il m'est arrivé d'écrire 20 000 mots. Comme dans l'éloge de la haine. J'ai fait 4 prologues différents juste avant d'arriver à la première phrase, avant d'arriver à la première version. Et moi, j'étais éditeur d'un journal, donc j'ai publié certains de ces écrits de ce livre. Mais je pense que c'est ça l'écriture de l'écrivain, qui parfois est bizarre, mais parfois très simple. Donc la guerre est incroyable et remplie de faits incroyables et carrément c'est pareil pour l'écriture. Nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous demandons comment créer notre quotidien. La même question pour le livre. Moi, aujourd'hui, je suis surpris par moi-même. J'avais peur des longues phrases. D'habitude, j'ai de longues phrases. Par exemple, dans Éloge de la haine, une phrase pouvait être sur un livre, sur une page complète. Et il y a parfois j'ai une relation très amicale avec mes traducteurs j'essaye de les convaincre de conserver cette phrase qui est sur une page entière. Je leur parle d'éternité parce que je veux vraiment qu'ils gardent la longueur de la phrase, par exemple quand c'est traduit en italien. Et tout cela nous pousse au défi. Donc nous sommes toujours confrontés à un défi. Et je pense que lorsque un livre se termine, en fait, je suis toujours confrontée à la même question. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, d'accord, je vais dessiner, je vais peindre, pas de problème. Je vais en finir avec avec l'écriture. Mais la question va se poser de nouveau. Donc, en fait, nous sommes pris dans une sorte de spirale. Nous sommes pris dans une spirale qui nous entraîne toujours dans la même direction. Et donc, je pense par exemple à Bol-Bol. Je me dis, j'ai peut-être été injuste envers lui. Il est en fait plus courageux que son frère Hussein ou que sa sœur Fatima. Mais cette fratrie de trois qui accompagnait la dépouille dans le minibus, cette fratrie a repris en main sa vie. En fait, ils avaient ce temps-là du voyage pour reprendre leur vie en main devant le cadavre, en présence de la dépouille de leur père. Et en fait, cela caractérise l'être humain. Donc finalement, nous finissons par nous pardonner les uns les autres devant une dépouille. Toutefois, ils se sont rendus compte que leur problème était tellement grand qu'il était difficile de se pardonner les uns les autres. Pour cela, leur problème n'était pas seulement le cadavre, mais c'était aussi eux-mêmes leur problème. Chacun d'eux a eu un problème encore plus grand. La sœur a été atteinte de mutisme. Donc, en fait, quelques minutes avant de finir le livre, je ne savais pas que Fatima allait être atteinte de mutisme. J'ai été moi-même surpris. Elle est muette. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Fatima est atteinte de mutisme. Qu'est-ce que je peux en faire maintenant? C'était ainsi que je traitais et je réagissais par rapport au livre. Donc, j'ai biffé la phrase. Mais non, après, je me suis dit, non, voilà, elle est là, elle est muette. Il faut que je conserve cela. Donc, par ailleurs, comme je l'ai dit, le cadavre pullulait de verre. Et pour moi, cela aussi était étonnant. Je me disais, mais que faire à présent avec ce cadavre, avec les vers?
Moi, j'ai vu dans ce village, en étant enfant, et nous étions en fait de mauvais enfants, de mauvais garçons. J'étais un mauvais garçon. Ma famille venait toujours me chercher, me récupérer d'un autre village. Je volais un cheval. Je faisais toutes sortes de bêtises. Donc nous rendions d'Alep jusqu'au village. Nous passions tout l'été au village, et j'étais vraiment un enfant impoli, un mauvais garçon. Je passais mon temps dans les champs avec mes cousins, avec tous les enfants et les cousins de ma génération. Donc, telle était mon enfance. Cette enfance avait un impact très fort sur moi. Donc, cette enfance, en fait, je causais beaucoup de problèmes à mes parents. On m'attrapait à 10 km de là. On me demandait « Qui es-tu ? Tu es le fils de qui ?» Donc, et voilà, on me rendait à ma famille. À chaque fois, je causais des problèmes à ma famille. Cette enfance, elle me revient toujours à mes souvenirs. Donc, même quand j'écris, je ne sais pas ce qui va se passer, comme pendant mon enfance. Lorsque les vers ont commencé à pulluler, à sortir du corps, j'ai été choquée. Moi-même, je n'avais pas prévu cela. Ça n'était pas planifié. C'est ce qui arrive tout le temps dans l'écriture. Donc, un écrivain lui-même, comme moi, ne peut pas avouer qu'il est devenu écrivain. Alors, j'ai pas pris de montre, j'ai pas regardé, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais je pense que c'est peut-être le moment de vous donner la parole. Ok. C'est anecdotique, mais je voulais seulement vous dire que Michael Jordan était un excellent basketballiste. Et ensuite, il a voulu jouer du baseball. Il a très bien joué. Et quand il a arrêté de jouer du baseball, il est revenu à jouer du basketball. Donc, vous savez en quoi vous êtes bon. Et vous pouvez peindre et revenir après avec un très joli bijou, un roman qui ne va pas vous faire peur. Voilà. Merci pour cette remarque. En fait, c'est un de mes proches, notre cher invité qui a pris la parole. C'est un cousin. Il a des origines syriennes et je viens de le rencontrer il y a quelque temps. Merci de votre remarque. Oui, j'ai cet espoir. Moi aussi, j'ai cet espoir. Je crois que ce travail va durer des années, le prochain roman. Alors, bien sûr, tout ce que je vais penser, tout ce que je vais programmer, tout ce que je vais écrire va disparaître, va s'évaporer une fois que j'aurai pondu la première phrase. Bon, je n'ai pas confiance en moi. Je suis un excellent cuisinier, mais je ne peux pas ouvrir de restaurant. Parce que la vie des clients, je n'aime pas ça. Je n'ai que faire de la vie et des critiques des clients. Ça ne m'intéresse pas. J'ai un ami qui a un excellent restaurant à Damas et quand je vais le voir, il s'occupe tout le temps des clients, qu'est-ce qu'ils ont dit, quels sont leurs avis sur Internet, etc. Moi, je m'en fiche. Voilà. Moi, je cuisine pour mes amis. Quand j'ai envie de les inviter, et j'invite 30 ou 40 amis. Moi, je ne peux pas me contenter d'inviter 3 ou 4 amis. Donc, il y a des quantités gargantuesques. Mais voilà, je cuisine avec le cœur. Et puis, on aime ma cuisine, même si c'est mauvais. Et mes amis me disent que c'est bon. Ils sont gentils avec moi. Voilà, mais je ne peux pas ouvrir de restaurant, la vérité, c'est la vérité. Finalement, moi, je veux travailler. Alors, si je ne peux plus écrire, qu'est-ce que je vais faire? C'est un vrai problème pour moi. Qu'est-ce qui va devenir de moi? Je peux devenir charpentier ou forgeron, peu importe, mais voilà. Je n'accepterai pas non plus l'avis de mes amis. Alors, si je peins, je vais retrouver mes peintures chez mes amis. Alors, c'est un vrai problème.
Moi, je ne sais pas gérer l'argent. Je sais à peine quelle est la différence entre l'euro et le dollar, les taux de change. Je n'y comprends rien. Et j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter, très rigolotes d'ailleurs. J'en ai des dizaines, j'en ai à l'appel. Mais bon, voilà, c'est ma vie, c'est la vérité. En Suisse, depuis 3 mois que j'y suis, je ne sais pas quelle est leur monnaie et je donne l'argent, la monnaie comme ça au caissier. Voilà, je lui montre la paume de ma main et à lui de se débrouiller. Voilà, sers-toi, prends ce que tu veux et c'est tout. Ma relation avec la vie, c'est comme ça, avec les gens. Je perds toujours mes affaires. Ma mère me disait toujours, il faut que tu aies 3 femmes. Une femme pour qu'elle parle avec toi, et une femme qui ramasse derrière toi tes affaires par terre, tes chaussures, tes pièces d'argent, tes chaussettes, etc. Voilà. Alors, quand on vit comme ça, on ne peut pas changer. Voilà, j'ai baissé les bras, j'ai capitulé. La vérité, je n'ai pas pu changer. Je suis comme ça. Alors, voilà. J'aime cuisiner, je ne pourrai jamais ouvrir de restaurant. J'aime dessiner, mais je ne pourrai jamais faire d'exposition. En fait, ça m'a rappelé mes débuts quand j'ai commencé à écrire. Un des grands éditeurs, c'était un ami à moi. C'était un des éditeurs arabes. Mais j'avais honte de lui demander, j'ai envie, j'ai besoin, j'aimerais éditer, publier mon livre chez vous. Alors j'ai déchiré mon premier livre. Et la deuxième mouture, il m'a dit, écoutez, il m'a dit, voilà, je vais publier ton bouquin. Il a pris le manuscrit à Beyrouth, il a publié, il ne m'a pas demandé mon avis. Mais s'il ne l'avait pas fait, je crois que j'aurais reporté cette publication à 2 ou 3 ans. Alors, tous les éditeurs se sont étonnés, ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'es pas venu vers moi? Nous sommes tes amis. Voilà, voilà, moi, c'est ce que je vis, ce sont mes problèmes et c'est comme ça que ma vie est guidée, si vous voulez. Vous savez, sur ma tête, il y a un amoncellement d'histoires, de papiers invisibles. J'y pense en permanence. Je suis habitée par cette histoire. Je peux travailler pendant 10 heures. J'étais à Zurich. Et alors, la vie à Zurich, en Suisse, est toute propre. Il n'y a pas de chaos. L'ordre établi m'a vraiment frappé. Tout est propre, tout est nickel. Alors j'ai aimé cette ville, j'ai aimé Zurich, mais je crois que pendant 3 mois, c'est trop. Ça suffit. Moi, j'ai besoin du chaos. J'ai besoin de retrouver mon chaos. Merci, cher ami, pour votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si l'heure est passée. Ouais. Madame. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du festival. Nous pouvons continuer jusqu'au matin. Donc, vous pensez jamais de venir vivre en Europe ou ailleurs pendant même une année ou vous resterez toujours à Damas? Un an peut-être, mais j'aimerais quand même rester à Damas. Je ne peux pas répondre à la question de savoir pourquoi je veux rester à Damas. En fait, je n'ai pas de réponse non plus. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'aimerais rester à Damas et pourquoi j'aimerais venir ici. J'aime Damas et je dis de toute façon, nous devons rester à Damas tant que nous pouvons y rester. Et tant que je peux rester à Damas, j'y resterai.
Aujourd'hui, j'ai découvert le mal du pays, en fait. C'est la première fois que je vis en Europe pour 6 mois. Avant cela, j'avais essayé de vivre aux États-Unis. J'avais passé 8 mois aux États-Unis. Ce sont les périodes les plus longues pendant lesquelles je me suis éloignée de la Syrie. Et à chaque fois, je suis pris de nostalgie. Je suis pris du mal du pays. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Et je ne peux pas répondre. Tout ce que je vous dis, c'est que tant que je peux rester à Damas, je vais rester. J'aime cet endroit. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va en rester là. Non, merci. Non, je ne crois pas. Non. Merci. Merci.